Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a reçu l'ancien Premier ministre suédois et PCA de l'Initiative pour la transparence des industries extractives dans le cadre de la tenue de rencontres auxquelles 15 pays participent, ici même en Côte d'Ivoire. Ces rencontres sont initiées par l'Initiative pour la transparence des industries extractives. De l'initiative. Je disais donc que de l'initiative pour la transparence des industries extractives, parlons-en encore, nous venons de dire à l'instant que 15 pays sont réunis à Abidjan. Ils vont parler de la promotion d'un système de transparence dans le secteur des industries extractives. Sur la table aussi, l'atteinte des standards internationaux dans le secteur des mines et du pétrole. Le reportage de Juliette Ouéa. 14 pays francophones, membres de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, veulent promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion de leurs ressources pétrolières, gazières et minières. Il s'agit surtout de s'assurer que toutes ces richesses bénéficient bien à tous les citoyens. Ces pays francophones sont donc réunis en atelier régional à Abidjan du 23 au 26 août prochain pour mettre en œuvre une réforme permanente. Puisqu'il s'agit de la transparence dans les industries extractives, nous voulons savoir effectivement quels sont les propriétaires, les actionnaires des sociétés minières et des sociétés pétrolières. Le but de la réforme, c'est de pouvoir évaluer effectivement s'il n'y a pas de, blanchiment d'argent. La Guinée a adhéré à l'ITIE depuis 2005, donc pendant ces premières années, la Guinée faisait partie des leaders mondiaux de l'ITIE. Et compte tenu du fait que nous sommes essentiellement un pays minier, nous avons estimé qu'il fallait adhérer à l'ITIE et faire la transparence et un élément de la bonne gouvernance dans ce secteur. Et ce qui fait que l'ITIE fait partie aujourd'hui, occupe une place importante dans le code minier de la Guinée, ainsi que dans le code pétrolier de la Guinée. La mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives dans un pays permet d'améliorer, entre autres, le climat des investissements. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est fixé pour objectif de porter la part du secteur minier dans le produit intérieur brut de 1% en 2014 à 5% en 2020. L'immigration en Afrique de l'Ouest au cœur d'une rencontre des experts de la CEDEAO à Abidjan. Ces experts vont évaluer l'impact de la libre circulation et aussi réfléchir sur les défis de la migration. Ces réflexions vont permettre l'élaboration d'une politique intra-régionale sur la libre circulation et la migration. Herman Guivé. Les mouvements de personnes à travers la CEDEAO s'observent presque tous les jours, du nord au sud, d'est en ouest. Comment ces mouvements doivent-ils s'opérer tout en garantissant la sécurité des pays de la sous-région? Une question à laquelle experts de la CEDEAO, gouvernement suisse, organisations internationales et autres agences des Nations Unies tentent d'apporter réponse. La région de la CEDEAO est caractérisée par des niveaux élevés de mobilité humaine transfrontalière, une mobilité humaine transfrontalière causée par les changements climatiques, les attaques terroristes et la migration volontaire. Aujourd'hui, on sait que la migration pose d'énormes défis, dont des défis sécuritaires. Mais les défis sécuritaires ne doivent pas nous faire renoncer à un certain nombre de choses. Donc il faut prendre des décisions de façon collégiale. C'est une réunion des experts qui va être suivie d'une réunion au niveau ministériel. Donc les experts feront des comptes rendus aux différents ministres. Et ensuite, les ministres vont se rencontrer dans la journée de jeudi pour sortir des résolutions fortes sur les questions migratoires en Afrique de l'Ouest. Une migration forte des populations au sein de la CEDEAO qui, pour des raisons de pauvreté, vire à l'immigration clandestine. Nous avons un grand nombre de personnes donc de l'Afrique de l'Ouest qui essaient d'aller à l'aventure, de transiter à travers le désert donc, du nord de l'Afrique. Empêcher les gens d'aller à l'aventure, donc de devenir des migrants, ce qu'on peut faire, c'est de voir comment au mieux gérer cette question. Ils avaient pour objectif de trouver le bonheur. Ils trouveront malheur en chemin. L'édition 2016 de la Réunion sur le dialogue sur les migrations en Afrique de l'Ouest, le MIDOA, vise l'élaboration d'une politique intra-régionale sur la libre circulation et la migration. Le poisson coûte cher. Pourtant,
Il est la première source de protéines animales des consommateurs en Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que si le prix du poisson est élevé, cela veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en produits halieutiques. Ce n'est pas cependant faute d'avoir essayé à preuve. Le pays recherche l'amélioration de la productivité et de la compétitivité et surtout la sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire possède des atouts naturels considérables, 150 000 hectares de lagunes, 350 000 hectares de lacs et de nombreux bas-fonds propices à l'implantation d'exploitations aquacoles. Qu'est-ce qu'elle compte en faire? Pourra-t-elle mener la bataille du moins cher? Pour le savoir, suivons ce dossier de Jean-Louis Gbangbo. Sur la lagune ébriée, de rares pirogues de pêcheurs de retour de la haute mer, sous le regard impatient de plusieurs acheteuses de poissons, aux aguets depuis plusieurs heures dans l'attente de la pêche du jour. Mais sur les quais, seule une demi-douzaine de pirogues arrivent avec leur cargaison aussitôt prise d'assaut. Attends, il y a passé. Tu n'as pas poisson sur ma tête ou bien? C'est passé. Poisson 20 000, on dirait poisson 10 000. Eliane, revendeuse à Abobodoumé, une des chanceuses du jour, repart après 7 heures d'attente avec une bassine de poissons qui vaut de l'or. J'ai été obligée de vous donner mon poisson. Je ne suis pas obligée de descendre. Il était devant moi poisson. Il ne vend pas. Il ne vend pas, il est détaillé. Hey, les femmes là vont me tuer dans l'eau, tellement il n'y a pas de poisson. Malgré les sollicitations des autres revendeuses, Eliane préfère revendre elle-même directement aux clients, bien plus rentable en cette période où la demande explose. De quoi lui assurer une marge. Ça, c'est à 25 000. Ici, 5 000, 5 000, 2 500. Non, mais tu sais que ça, c'est ton blanc. J'ai payé à 20 000, il faut me mettre 2 000. Le marchandage dure, la négociation est serrée, fini les profits d'antan qui ont fondu avec la pénurie de poissons. Pour le moment, c'est cher, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas le moment. Donc, c'est un peu cher. Habituellement, les bassines de poissons, on fait à 20 000, 22 000. Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas 25 000, tu ne gagnes pas. Non seulement ce n'est pas bien servi, mais c'est cher. Cher parce que de plus en plus rare, à en croire les pêcheurs de poissons frais dans cette base de Bridi Zimbabwe. À l'aube, ils se préparent à une sortie en mer. Des pêcheurs traditionnels, 11 000 recensés en Côte d'Ivoire, qui fournissent la moitié du poisson consommé dans le pays. Peter Kobina est patron de pêche depuis 13 ans. Sa préoccupation depuis plusieurs mois, c'est charge en carburant. L'essence là, c'est bon non? Ok, 4 bidons, hein? D'accord. Donc on va aller vite pour venir, hein? Le carburant maintenant qu'on touche maintenant, c'est cher. Parce que l'État nous donne sa haute tasse. Mais si tu vas à mer, comme ça, exemple, tu as pris au moins 5 bidons de carburant. Peut-être arrivé là-bas, tu ne vas pas avoir de poisson. Le poisson là, tu ne connais pas où il se trouve. C'est maintenant que tu s'en vas chercher. Donc, si tu as la chance, tu as eu, tu dis Dieu merci. Poisson, ça va où? Maï n'a pas sorti. À la recherche des zones de pêche, Peter et ses hommes sont obligés d'aller de plus en plus loin des côtes. Plus de trajets, plus de carburant pour des parties de pêche de plus en plus chères et souvent un poisson introuvable. Et la pêche, c'est comment? C'est pas toi ça. Filet là, c'est depuis quand tu as mis dans l'eau? Depuis avant-hier. Il n'y a même pas un poisson qui est sorti. Ah, ok. À plus de 4 km des côtes, l'équipe de Peter finit par larguer ses filets. Des filets de pêche qui représentent un gros investissement pour le pêcheur, sans garantie de bénéfices. Filet là, c'est cher maintenant. Pour avoir un filet comme ça, si tu n'as rien dépassé, plus de 5-6 millions. Voilà, ça fait 3e poisson qu'on vient d'attraper. Bon, merci beaucoup. Du courage, hein. Merci. Aujourd'hui, c'est pas bon, mais on peut le prendre ça demain. Seulement 3 poissons en 6 heures de pêche, un maigre butin. À peine 75 000 tonnes de poissons pêchés en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importation et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. L'aquaculture, l'élevage de poissons dans des bassins d'eau,
Une solution pour faire face à la pénurie actuelle. Tu peux te déplacer avec ton équipe, ceux qui font le nettoyage des enclos. C'est la conviction et le combat de Marc-Olivier Togbé, le directeur de la station aquacole de Jacquesville, une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Dans les étangs, des centaines de poissons géniteurs pour assurer une reproduction rapide de l'espèce. On va vérifier la présence effective de nos stocks. Ici, c'est les jeunes géniteurs qu'on avait collectés là. L'objectif du chef de la station, multiplier les poissons par milliers pour pouvoir mettre à la disposition des pisciculteurs jusqu'à 1 million de petits mâchoirons. On a beaucoup pêché. Les stocks dans le milieu naturel sont en train de diminuer. Il faut pouvoir maintenant produire pour pouvoir combler le déficit. Vous voyez, aujourd'hui, quand les dames vont au port, on vous dit, nous sommes arrivés à 6 heures, on n'a pas eu de poisson. Mais là, quand vous élevez, c'est à tout moment disponible. Si le marché est suffisamment satisfait, il va de soi que les prix sur le marché aussi, c'est-à-dire, vont être réduits, vont diminuer. Des prix hauts qui s'expliquent au final autant par les coûts du carburant, c'est des coûts de production et notamment des filets de pêche, par la raréfaction des ressources halieutiques soumises aux aléas climatiques et maritimes. Autant de facteurs à prendre en compte dans la bataille pour du poisson moins cher. La valorisation de l'agriculture fait aussi partie des défis que compte relever l'État. Mais l'agriculture africaine fait face aux défis de l'environnement et du développement rural. C'est pourquoi des partenaires agricoles de plusieurs pays d'Afrique étaient ici en Côte d'Ivoire pour résoudre cette problématique en juillet dernier. Ils reviendront en octobre prochain pour en reparler lors des Journées nationales de valorisation de l'agriculture 2016. Honorine Nigori. 6e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture à San Pedro. Les assises ont démarré récemment. Il s'agit d'intégrer les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, telles qu'établies lors de la COP21 à Paris. Cette édition servira de cadre de réflexion sur les moyens de combiner la performance de l'agriculture africaine et ivoirienne. Il faut compter avec les exigences qu'imposent les questions environnementales. Ces journées prévoient la participation de différents acteurs du monde paysan et d'experts du secteur agricole. Il est question pour eux de rechercher des solutions pour améliorer la performance environnementale de l'ensemble des activités de la chaîne de valeur agricole. Parlons éducation. Les vacances scolaires tirent à leur fin et les apprenants vont reprendre le chemin de l'école le 19 septembre prochain. C'est donc le moment de se rendre dans les librairies pour l'achat des cahiers et des livres. Mais contre toute attente, ni les parents ni les élèves ne se bousculent aux portes des librairies. Plusieurs raisons sont évoquées à ce manque d'engouement. Le constat de Pargassoro connaît. Dao Ibrahim est vendeur de livres d'occasion depuis plus de 38 ans dans la commune d'Abobo. Sa spécialité, les ouvrages scolaires. Pour lui, chaque année, le scénario est le même. Pas d'affluence à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves attendent toujours la rentrée des classes pour se rendre dans les différentes librairies. Je ne sais pas la grande influence. Les parents attendent la rentrée, comme souvent les livres changent, ça ne change pas. Le constat est le même chez ses voisins, mais également dans certaines librairies modernes. On ne peut pas les vendre les livres qui vont changer plus tard. On leur dit de payer. Maintenant, après, s'il y a un problème, il va changer plus. Les parents ont commencé à venir, mais l'affluence n'est pas aussi élevée que ça. J'aimerais que parents d'élèves ne pas attendre à la dernière minute pour venir acheter les cahiers des enfants. À Adjamé, tout comme à Cocody, les vendeurs de fournitures scolaires se disent habitués par ce rythme lent des parents d'élèves. Ils enregistrent néanmoins la présence de certains parents venus pour les achats de fournitures scolaires. Il y a d'autres qui viennent acheter, il y a d'autres qui viennent se renseigner. Ils disent que la rentrée n'a pas encore bien commencé. Les parents ont commencé à fréquenter la librairie un peu. Plus la date de la rentrée sera proche, je pense que les parents viendront. Quelques élèves et parents d'élèves trouvés dans des librairies décident, eux, d'acheter tôt les manuels scolaires en attendant la liste des fournitures des écoles. Ils dénoncent cependant le changement répétitif des manuels scolaires. Quand on paye les livres d'avance, on arrive, les livres sont déjà changés. L'année passée, ça posait un problème. Par exemple, au niveau du CP1 et puis du CP2, en pleine rentrée scolaire, le livre de lecture a changé. La majorité des élèves qui avaient déjà pris ces livres-là, on était obligé de photocopier. Je pense que s'il y avait des livres à changer, le gouvernement aurait dû laisser l'information. Donc pour le moment, comme nous n'avons pas reçu l'information, nous sommes venus déjà prendre les livres. Je suis venu demander le prix des cahiers. Donc on m'a dit
100 pages, c'est 1000 francs. Maintenant, 200 pages, il a demandé, il a dit c'est 1500. Donc, il a dit que s'il revient, il va diminuer pour moi. À la veille de cette rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre, librairies à ciel ouvert et librairies modernes ne connaissent pas encore l'affluence des grands jours de la rentrée scolaire. Sachez que la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, a reçu ce matin le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Bernard Kessi Kwame. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de ces échanges avec les corps constitués. À cette occasion, le procureur militaire a fait un compte rendu des différentes procédures judiciaires devant le tribunal militaire et des actions menées pour lutter contre l'impunité dans les armées. En politique, le référendum devrait avoir lieu le mois prochain. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence est donc à Bouaké en vue de sensibiliser et mobiliser les populations. Force 2015 a multiplié les rencontres pour amener les populations à y participer massivement. De Christ Larsen. Cette tournée du président de la Force 2015, Charles Niaoré, auprès d'acteurs de la vie socio-professionnelle de Bouaké, vise un seul objectif, celui de mobiliser les populations pour le vote d'une nouvelle constitution. Pour nous, il est important que la Côte d'Ivoire tende désormais vers les nations démocratiques fortes, vers les nations développées. Et cela passe par nous doter d'une loi fondamentale qui puisse créer l'union de tous les enfants de ce pays. Message bien perçu par les chefs de communauté résidant à Bouaké, sortis nombreux au domicile de leur président, le doyen Lama Bamba. À leur suite, ce sont des organisations de femmes et de jeunes réunis au quartier commerce de Bouaké autour du maire de la commune, Djibo Nicolas, qui ont partagé l'appel à la mobilisation de Charles Niaoré. Suivra la rencontre avec les acteurs du transport venus massivement à la gare routière pour partager avec eux le bien fondé d'une nouvelle constitution. Enfin, ce sont les responsables du forum des confessions religieuses de la région qui, à leur siège de la cathédrale de Bouaké, ont reçu la Force 2015 venue obtenir leur soutien. Nous appelons vraiment toute la jeunesse à adhérer à cette réforme constitutionnelle initiée par le gouvernement ivoirien afin que notre pays ne puisse plus connaître encore les affres du passé. Le référendum qui va arriver va nous doter une nouvelle constitution qui se verra bon pour nos enfants de demain. Des engagements et une détermination à la mobilisation soutenue par la Force 2015 et son président Charles, qui ont fait des dons de matériel et financiers à toutes les organisations et structures visitées pour les aider dans leur fonctionnement et dans la mobilisation autour du référendum constitutionnel prochain. Le JPCI a un nouveau président, il s'appelle Olivier Hiro. Il a été élu lors du congrès extraordinaire. La réunion s'est déroulée dans la commune du Plateau et le nouveau président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a fait des promesses. Abou Sanogo nous en parle. L'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Il s'agit de Olivier Hiro, élu à l'issue d'un congrès extraordinaire tenu à la Maison de la Presse au Plateau. 3 candidats étaient en lice. Francis Lebri-Léon, Ali Yoda et Olivier Hiro. Le dernier cité pour avoir obtenu 33 voix sur les 55 participants à ce congrès a été déclaré vainqueur de l'élection. Il promet une OJPCI plus entreprenante et organisée. L'OJPCI se pose comme une fêtière qui est incubateur de projets. Projet pour les amis de la presse, pour la famille de la presse, mais aussi qui pourra aider à tout point de vue nos autorités, notamment le ministère de la Communication, pour lequel nous avons des propositions, des idées novatrices afin de l'épauler dans sa tâche. Nous appelons à la maison tous les aînés qui nous ont dévancés, disons, dans le métier, pour leur dire que l'OJPCI a besoin d'eux. L'OJPCI a besoin qu'ils ouvrent leur cœur parce que nous continuerons de tendre notre main. Nous ouvrirons le bureau à toutes celles et tous ceux qui veulent bien entendu l'intégrer, car les défis que nous lançons, nous les connaissons, c'est déjà une avancée et nous croyons fermement que c'est ensemble que nous irons de l'avant. Le journaliste indépendant Suleiman Tessen a quant à lui été élu président du comité de contrôle de l'OJPCI. Ce congrès extraordinaire de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, deuxième fêtière des journalistes, s'est déroulé dans une très bonne ambiance et y a vu la participation et la présence de plusieurs journalistes.
Un autre congrès, le congrès constitutif de l'Union africaine des ONG de développement, s'est déroulé à Yamoussoukro dans le centre du pays. 168 ONG étaient présentes à cette rencontre pour la mise en place de cet outil d'encadrement et de mutualisation des actions de développement des pays africains. Le reportage de Doua Delazer. Souvent confrontées à des difficultés dans leur fonctionnement, les organisations non gouvernementales africaines n'ont presque pas de recours pour le financement et le montage des projets de développement communautaire. Pour trouver une solution à ce problème, une fêtière africaine des organisations de développement est mise sur pied. Elle est dénommée Union africaine des ONG de développement, UAOD. 168 organisations de la société civile d'Afrique et de la diaspora ont tenu le premier congrès de cette fêtière les 18 et 19 août dernier à Yamoussoukro. L'Ivoirien Satigui Koné a été élu président pour un mandat de 5 ans. Après une intervention d'un partenaire économique qui nous a dit « Vous en Afrique, vous avez un problème. Lorsqu'une ONG a un financement de 100 millions ou 200 millions, elle est tellement heureuse qu'elle s'enferme et ne veut plus parler aux autres. Alors qu'en fait, il y a peut-être 200 milliards que vous auriez pu avoir si vous étiez ensemble. Les ONG de développement de l'Union européenne ont déjà créé ce qu'on appelle les ONG de développement et d'aide humanitaire de l'Union européenne. L'Afrique donc doit se retrouver. 6 vice-présidents ont été également nommés à l'issue de ce congrès. Durant les 5 années à venir, ils auront pour mission d'encadrer les organisations de la société civile, de mutualiser les actions de développement sur le continent africain et de servir d'interlocuteurs entre les dirigeants des pays d'Afrique et les partenaires au développement. Le village de Tomvokro dans le département de Transua est désormais relié au réseau électrique national. La mise sous tension a eu lieu en présence du directeur de cabinet civil et militaire représentant le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Danvaï. Cette action de développement réjouit fortement les populations. Le reportage de Aboussa Dogo. Ambiance des grands jours que celle qu'a connue le village de Tomvokro dans le département de Transua ce samedi après ce geste plein de sens exécuté par le directeur du cabinet civil et militaire Jean-Paul Malin, représentant le ministre chargé de la Défense Alain Richard Danvaï, parrain de cette fête de la lumière. Tomvokro se voit ainsi raccordé désormais au réseau électrique national. Saisissant l'occasion, tous les intervenants ont traduit la reconnaissance et la gratitude de l'ensemble des populations au président de la République Alassane Ouattara, qui leur permet aujourd'hui de sortir du noir. Nous nous souvenons par terre le nom de cette personne qui a aidé et qui impulse un développement. Donc aujourd'hui, en tant que président des chefs de canton, des chefs de village, des reines-mères du département de Transua, en cœur, nous adressons nos remerciements au président de la République. Des mots de remerciement sont également allés à l'endroit du ministre chargé de la Défense pour avoir accepté de parrainer cette fête de la lumière et à qui la population de Tomvokro ont fait des doléances, à savoir une pompe à eau à motricité humaine et un dispensaire. Au nom du ministre chargé de la Défense, Jean-Paul Malin a montré combien l'accès à l'électricité est un facteur important de progrès et de bien-être social, avant d'appeler les fils et filles du département de Transua à beaucoup plus de solidarité pour booster le développement de leur région. La fête de cette lumière doit être aussi l'occasion de toutes les filles, de tous les fils de ce village, des villages voisins, de s'unir autour d'un idéal et d'une cause commune, à savoir l'entente, la fraternité, la solidarité et le travail pour le développement d'ici. Relativement aux doléances des populations, Jean-Paul Malin a indiqué que plutôt qu'une pompe à eau à motricité humaine, Alain Richard Danvaï va doter le village d'une pompe à motricité électrique. Mieux, le ministre chargé de la Défense va offrir à Tomvokro un dispensaire et ce, avant la fin de l'année 2016. Situé à
Un pavillon d'hospitalisation et une maternité ont été construits par le conseil régional du Boclé. Ces bâtiments ont été inaugurés à Sassandra et à Fresco. Le conseil régional qui a également procédé à la pose de la première pierre d'une autre maternité à Fresco. Valère Iné, Éric Goré. 3 bâtiments sanitaires inaugurés par le président du conseil régional du Boclé. C'est par le pavillon d'hospitalisation d'une capacité d'accueil de 10 lits qu'a démarré cette série d'inaugurations. Après quoi, 2 maternités, une à Daïri et l'autre à Zéribéry, des villages de Fresco. En plus de ces bâtiments achevés, d'autres bâtiments devant abriter les radiologies et le laboratoire d'analyse médicale sont en construction dans les hôpitaux de Sassandra et de Fresco. Depuis 3 ans, le conseil régional de Boclé a financé 96 projets d'un coût global de 3 milliards de francs CFA, a indiqué le président Philippe Légré. Il y a un homme, un grand homme, à qui il faut dire merci. C'est le président Ouattara. Voyez-vous, c'est grâce à lui que nous avons eu un conseil régional. C'est lui qui met les moyens à notre disposition. Et puis nous les utilisons pour travailler. Dans le domaine de la santé, ce sont environ 300 millions de francs CFA qui ont été investis. La Fondation Magic System, dans le cadre de ses actions humanitaires, a offert des lits médicalisés, des déambulateurs au centre de santé de Prépressou, de Daoukro et d'Adiaké. Coût de l'opération, plus de 40 millions de francs CFA. Avant cette tournée de Magic Tour, dans ces localités, la Fondation avait déjà fait des dons de matériel médicaux dans les villes de Ferké et Korogo et à Anoumambo, village situé dans la commune de Markori. Issaïo Aboussanogo. Des bombardements ont à nouveau frappé un quartier d'Alep ce samedi où l'armée syrienne affronte les forces kurdes dans ce qui semble être un nouveau volet prochant de la Russie avec qui elle s'est réconciliée. La caravane Magic Social Tour à Daoukro et Adiaki, initiée par la Fondation Magic System. Cette caravane vise à poser des actions sociales et humanitaires dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. À Daoukro, ville natale du président du PDCI RDA Henri Konabédié, 4e étape de cette caravane. À Salfo, Manadja, Goudé et Tino ont fait don de lits médicalisés d'une valeur de 20 millions de francs CFA à l'hôpital général et au dispensaire de Prépressou, village situé à 10 km du chef-lieu de région de Lifou. Pour moi, ça sort de l'ordinaire parce que recevoir un tel matériel, vraiment, c'est la joie. C'est la joie. Le gouvernement n'arrive pas toujours à tout faire. Donc, quand on a des donateurs comme ça qui viennent nous soulager, vraiment, c'est une grande joie pour nous de recevoir ce don-là. Après Daoukro, la caravane a mis le cap sur Adiaki, 5e étape de l'opération. La Fondation a également fait don de lits médicalisés et de déambulateurs d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Ce que vous venez de faire là, vous avez posé d'actions sociales importantes. Une action sociale qui soulage et l'État et la commune d'Adiaké. Vous avez donné des lits qui serviront dans les hôpitaux. On peut le dire satisfait de cette première phase parce que les populations, le retour que nous avons eu de ces populations est vraiment rassurant. Ce qui nous pousse désormais à prendre un autre engagement pour revenir le plus rapidement possible pour engager la seconde phase. Après Ferki, Korogo et le village d'Anoumambo, les étapes de Daoukro et d'Adiaké mettent fin à la première phase de cette tournée de portée sociale en faveur de la population. Sachez que la Turquie a intensifié ses bombardements dans le nord de la Syrie. Dans son viseur, l'État islamique, mais aussi et surtout la milice kurde qu'Ankara soupçonne de vouloir créer une entité kurde à sa frontière. Ce pilonnage est intervenu quelques minutes après que le Premier ministre ait jugé absolument inacceptable la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie, où de leur côté, les forces kurdes gagnent du terrain dans leur offensive contre les djihadistes de l'État islamique. Avant de nous dire au revoir, sachez que l'arrivée des athlètes ivoiriens médaillés d'or et de bronze est prévue pour le samedi 27 août prochain. Avant le retour de Cissé Cheikh Salah et de Babirut, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, c'est de lui qu'il s'agit, appelle donc à la mobilisation générale.